Bonjour à tous et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous enseigner quelques notions de base de la photographie. Comme pour toute chose dans la vie, une photographie sera réussie ou ratée uniquement pour celui qui la regarde, la beauté étant subjective. Cela étant dit, un bagage technique minimum est indispensable afin de pouvoir laisser sa créativité s'exprimer librement. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. C'est parti! Au menu aujourd'hui, nous allons tout d'abord voir ce qu'est un appareil photo, le principe de fonctionnement de celui-ci et les deux grandes familles d'appareils photo qui existent, les argentiques et les numériques. Ensuite, nous aborderons les différents types d'appareils photo numériques, à quoi ils servent, pour quel usage, etc. Nous approfondirons particulièrement l'appareil photo réflexe, de quoi il est constitué, de son boîtier, ses objectifs et comment il fonctionne. Je vous expliquerai quelques notions essentielles de la photographie que sont l'exposition, la profondeur de champ, la longueur focale et le cadrage. Nous verrons que pour certains réglages, la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme, il y a une double conséquence. Quand on agit sur un de ces paramètres, il y a deux conséquences. Nous parlerons ensuite des différents modes d'utilisation de l'appareil photo. On peut l'utiliser en tout automatique, en manuel ou il y a d'autres modes disponibles. Et pour terminer, nous verrons quelques accessoires qui sont utiles pour la photographie, tels que le trépied, les flashs, etc., etc. Et c'est parti! Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un appareil photo? Un appareil photo, en fin de compte, c'est une boîte qui va capter de la lumière sur un capteur. Le soleil ou toute autre source lumineuse va émettre de la lumière, cette lumière va se refléter sur l'objet qu'on souhaite photographier, puis pénétrer dans le boîtier de l'appareil photo. La lumière pénètre par l'avant de l'appareil photo et va passer deux petites portes d'entrée que l'on appelle des volets d'obturation qui vont s'ouvrir pour laisser la lumière rentrer. La lumière va alors pouvoir frapper un capteur situé au fond de l'appareil photo et imprimer l'image. Les volets se referment ensuite, ainsi plus de lumière ne pénètre dans l'appareil, la photo est prise. Il existe deux grandes familles d'appareils photo, les appareils photo argentiques tout d'abord, ce sont les plus anciens, apparus au cours de l'histoire en premier. Parmi les grandes marques connues et reconnues d'appareils photo argentiques, on a Canon et Nikon, les deux grands piliers on va dire de ce monde-là, mais également Pentax ou Praktica. Ces appareils photo dits argentiques fonctionnent avec des pellicules. Chaque pellicule est plus ou moins sensible à la lumière, c'est ce qu'on appelle la sensibilité ISO. Ces pellicules sont recouvertes d'un film qui va être photosensible, donc qui va se dégrader à la lumière, et c'est ce qui va permettre d'imprégner l'image sur une diapo. Chaque pellicule va contenir un ruban avec des diapositives, et chaque petite diapo fait 36 mm de large par 24 mm de haut. C'est ce qu'on appelle le format full frame. La deuxième grande famille d'appareils photo sont les appareils photo numériques. À la différence des argentiques, on ne met plus de pellicule photosensible à l'intérieur, mais il y a un capteur numérique à l'intérieur. Ce capteur photosensible va générer un signal électrique qui va permettre de numériser l'image et de la stocker sur une carte mémoire interne. Alors il y a différents types de formats de carte mémoire. On avait la compact flash, je crois que c'est plus tellement utilisé. La plupart maintenant des appareils photo ont des cartes au format SD. Un petit point à noter ici, pensez à prendre une carte SD avec une classe suffisamment élevée, ou du moins un débit d'enregistrement suffisamment élevé, si vous souhaitez prendre des photos en rafale par exemple, ou des photos de très haute qualité avec énormément de mégapixels. Il y a beaucoup d'informations à enregistrer à la seconde, donc il faut une carte qui débite un maximum. Le capteur à l'intérieur d'un appareil photo numérique peut être de différentes tailles. Plus il est grand, plus il coûte cher à fabriquer. Le capteur numérique plein format, aussi appelé full frame, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait la même dimension qu'une diapositive d'un appareil photo argentique, à savoir 34 mm de large par 24 mm de haut. C'est le carré rouge ici sur mon schéma. Mais il existe d'autres types de capteurs, comme le capteur APS-C, qui est plus petit que le capteur full frame. Selon les fabricants Nikon ou Canon, ce capteur est environ 1,5 fois plus petit ou 1,6 fois plus petit, quelque chose comme ça. De facto, vous allez voir que si on prend ce petit toutou en photo avec un appareil capteur plein format ou avec un appareil capteur APS-C,
L'image résultante n'est pas du tout la même, le cadrage n'est pas le même. En effet, le capteur plein format, on va voir les petites oreilles, voilà, on voit son museau, alors que le capteur APS-C, vous voyez, on voit plus sa bouche, on voit même plus les côtés des oreilles, on a une image qui nous semble zoomée. Alors, dans la famille des appareils photo numériques, on a tout un tas d'appareils photo numériques. On a tout d'abord le compact, un appareil très petit qui est facile à mettre dans la poche et à transporter par exemple pour les vacances. On a l'appareil photo réflexe, donc là c'est un gros boîtier, en général on peut démonter une partie, donc la partie qui est devant là qu'on appelle l'objectif, comme on va le voir après. On peut le démonter, on peut le nettoyer, on peut changer donc l'objectif pour un plus gros, un plus petit, etc. Par contre ce type d'appareil photo réflexe est assez volumineux, assez lourd, donc il est assez peu adapté finalement au transport ou le fait de l'avoir dans la poche pour prendre des photos lorsqu'on se balade ou lorsqu'on voyage. Et à mi-chemin entre les deux, on a ce qu'on appelle les bridges. D'ailleurs bridge en anglais ça veut dire pont. Et cet appareil photo hybride va donc avoir plus ou moins le format d'un compact avec quelques avantages que propose le réflexe comme un objectif un peu plus performant. Mais très honnêtement, moi c'est pas ce genre d'appareil que je conseillerais. Soit on veut un compact pour l'avantage de la petitesse, et encore que maintenant on a tous des téléphones avec des appareils photo embarqués qui sont très corrects, soit on prend directement un réflexe voilà, pour vraiment le plaisir de prendre des photographies par passion. Bien entendu, quand on va du compact au réflexe, c'est de plus en plus cher, on a de plus en plus de réglages possibles, et forcément on a entre guillemets une meilleure qualité. Alors c'est pas forcément toujours vrai, hein, mais disons qu'on a plus de possibilités techniques et donc on peut faire un plus grand panel de photographies. Je mets de côté ici les appareils photo Polaroid, hein, ceux qui développent en instantané la photo immédiatement, c'est très cool, mais il n'y a pas de réglage là-dessus, je les sors du débat. Enfin, il y a ces appareils photo qui pour moi n'en sont pas, hein, qui sont plus ou moins déjoués. Alors j'avais mis dans la catégorie là des appareils qui n'en sont pas les smartphones. C'est moins vrai aujourd'hui, hein. Aujourd'hui on a des iPhone 14 je crois, qui ont plusieurs capteurs, qui font de très bonnes photos, hein. Il y a aucun souci là-dessus. Mais c'était moins vrai à l'époque. Pareil pour les tablettes, bon en général les tablettes c'est pas encore tout à fait ça. Et puis tout ce qui est lunettes avec des caméras embarquées ou les petites caméras embarquées sur des drones, bon, n'attendez pas des photos exceptionnelles ou des vidéos d'ailleurs exceptionnelles de ce genre de petits appareils embarqués. L'appareil photo réflexe, donc on va parler de lui maintenant plus en détail parce que c'est lui qui nous intéresse. Il est tout d'abord composé d'un boîtier. Le boîtier finalement c'est le corps de l'appareil. Là, vous voyez, je vous l'ai présenté sans objectif. L'objectif se fixe à l'avant ici, sur cette petite griffe. On a différents boutons de contrôle hein, pour déclencher la photo, pour pouvoir régler tous les différents réglages qu'on va voir par la suite. On a une molette en général, alors là c'est un Nikon, hein, mais ça se présente à peu près pareil sur un Canon. Une molette pour sélectionner le mode de photo qu'on veut prendre, donc le mode manuel, le mode tout automatique, ou des modes un peu intermédiaires, dont on va parler par la suite. Sur le sommet du boîtier, en général, on retrouve une griffe pour fixer soit un flash, soit d'autres accessoires. Hein. Ça peut être un micro si on fait de la vidéo, ça peut être un petit boîtier LED pour éclairer la scène, etc. Et sur certains appareils photo, pas tous. Alors sur mon 60D, moi je l'ai, on a un petit écran de contrôle LCD supplémentaire là sur le dessus du boîtier, donc qui donne des informations utiles pour la prise de photographie. Sur la face arrière, on retrouve un écran LCD qui parfois sera tactile et un œilleton dans lequel on va venir regarder pour effectuer notre cadrage si on ne passe pas par l'écran LCD. On va maintenant parler des objectifs. Alors l'objectif, c'est ce truc là qui est énorme là, qui est devant le boîtier, qui vient s'accrocher sur le boîtier. On va tout d'abord parler de la focale. Donc voici schématiquement ce qui est à l'intérieur de notre objectif. On a une lentille à l'entrée qui va faire converger la lumière sur un foyer. La distance entre la lentille et le foyer, c'est la distance focale. On voit que derrière, les rayons lumineux se croisent et viennent imprimer le capteur qui est ici en rouge. D'ailleurs, remarquez ici que le rayon de lumière qui est arrivé en haut de l'objectif se retrouve en bas sur le capteur et vice versa, ce qui signifie que l'image qu'on capte sur le capteur, elle est inversée. Alors il y a deux grands types d'objectifs. Les objectifs à focale fixe, c'est-à-dire que cette distance focale entre lentille et foyer, on ne peut pas la faire varier.
Par exemple, le Canon 50 mm ou le Sigma 200 mm, ça signifie qu'entre la lentille et le foyer, il y a 200 mm, 20 cm. Deuxième grande catégorie d'objectifs, les zooms. Un zoom va être doté d'une molette qu'on va pouvoir tourner pour faire varier cette distance focale. Par exemple, sur mon 60D, j'ai un objectif Canon 18-135 mm, c'est-à-dire que je peux faire tourner la bague de l'objectif pour avoir une focale comprise entre 18 et 135 mm. Regardons maintenant de plus près le fonctionnement. Que se passe-t-il exactement dans le boîtier? Alors, en rouge, nous avons le capteur photosensible. En bleu, nous avons deux barres obliques qui sont en fait des miroirs, dont l'un d'eux est mobile, et la petite barre noire que l'on voit devant le capteur, ce sont les volets d'obturation. Donc lorsqu'on veut prendre une photo, on commence par regarder dans le viseur. La lumière qui rentre par l'objectif est reflétée par le premier miroir oblique, puis par le second miroir oblique et arrive dans notre œil. Ce qui nous permet de regarder le sujet qu'on souhaite prendre en photo et d'effectuer notre cadrage. Lorsqu'on appuie sur le bouton de déclencheur pour prendre la photo, le miroir principal vient se lever, la lumière arrive directement sur les volets d'obturation, elle n'est pas encore captée par le capteur vu que les volets sont fermés. Les volets vont donc s'ouvrir plus ou moins longtemps en fonction des réglages qu'on va faire sur notre boîtier, laissant ainsi la lumière imprimer le capteur. Puis les volets se referment, la photo est prise. Le miroir revient alors à sa place initiale et c'est parti pour prendre une seconde photo. Alors ce chapitre est très important, on va voir les notions essentielles de la photographie. L'exposition. L'exposition c'est quoi? C'est finalement la quantité de lumière que l'on va capter. Je vous donne ici 3 exemples. Sur la gauche, on voit une photo où le chien est clairement sous-exposé, c'est-à-dire qu'il est sombre, il n'y a pas assez de lumière. Sur la droite, il a été surexposé, donc il y a trop de lumière qui a été captée. Et au milieu, on a une exposition correcte, où la photo est ni trop lumineuse, ni trop sombre. Bien sûr, il y a des cas qui vont être plus compliqués que d'autres. Ici, par exemple, lorsqu'on prend un bâtiment en contre-plongée, forcément le bâtiment est relativement sombre, alors que derrière, le ciel va être très clair. Donc si on expose bien le bâtiment, le ciel va être complètement blanc, et si on expose bien le ciel, on voit bien les nuages, il n'y a pas de souci, mais le bâtiment est complètement sombre. Il existe une option dont je ne vais pas parler ici qui s'appelle le HDR, High Dynamic Range, qui va en fait prendre plusieurs photos avec des expositions différentes et les empiler de sorte à obtenir un peu le meilleur des deux. Voilà typiquement le type de résultat qu'on peut obtenir en HDR en ayant une photo un peu retouchée. On voit que là, elle est clairement un peu retouchée. Deuxième notion très importante, la profondeur de champ. Lorsqu'on souhaite prendre un objet en photo, ici par exemple notre photographe veut prendre ce lampadaire en photo, il va effectuer ce qu'on appelle la mise au point sur ce lampadaire. La mise au point sur le lampadaire signifie que 2 points lumineux qui partent du lampadaire vont venir se croiser pile sur le capteur. On aura ainsi une image nette. Mais lorsqu'on fait la mise au point sur ce lampadaire, plus on s'éloigne de lui vers l'arrière et plus l'image devient floue. Idem vers l'avant, plus on s'éloigne vers l'avant, plus l'image devient floue. On a donc une zone très nette là où on a fait la mise au point, et petit à petit, de manière graduelle, on a un flou qui s'installe sur l'arrière-plan et sur l'avant-plan. On peut donc schématiser notre prise de photo en 3 plans. On aura tout ce qui se trouve à l'avant du lampadaire qu'on va appeler l'avant-plan, donc le plan 1 ici. Le plan 2 qui contient notre objet, donc bien net, celui qu'on veut prendre en photo. Et le plan 3, l'arrière-plan, qui lui va être également flou, tout comme le plan 1. Sachant que cette zone de flou, elle est proportionnelle à la distance entre l'objet et le photographe. Si le photographe se rapproche de l'objet, alors la zone de flou est plus petite. Par exemple, sur notre photo de gauche ici, on a une très faible profondeur de champ, c'est-à-dire que l'objet est bien net, et immédiatement après, tout ce qui se trouve, on va dire 20-30 cm derrière, commence à être flou. Et donc là on peut deviner qu'à l'arrière-plan on a certainement des voitures, mais elles sont complètement floues. Et à l'inverse, sur notre image de droite, on a une très grande profondeur de champ, c'est-à-dire que là tout va être net puisque la zone de netteté peut s'étendre à l'infini. Ce qui nous permet d'avoir notre lac au premier plan très net, l'herbe très nette, les montagnes très nettes, les nuages très nets, tout est très net sur cette image. Voyons maintenant la notion de cadrage. Imaginez sur votre écran un quadrillage, un petit peu comme un quadrillage de Morpion, là du jeu Morpion, et à l'endroit où les lignes se croisent, on a donc 4 points stratégiques. Idéalement, si vous prenez un sujet en photographie, évitez de le mettre en plein centre du cadrage.
placez-le sur un de ces 4 points stratégiques. De même, lorsque vous prenez un paysage en photo, évitez de mettre la ligne d'horizon en plein milieu du cadrage. Par exemple, si la partie la plus intéressante de votre photographie c'est le ciel, placez plutôt la ligne d'horizon sur la ligne basse. Ainsi on aura le ciel qui prend 2/3 de l'image. Ou si vous prenez en photo, je sais pas, la mer, et que finalement c'est la mer qui est importante par rapport au ciel, vous allez mettre plutôt la ligne d'horizon sur la ligne haute. Ainsi on aura 2/3 de l'image occupée par la mer et 1/3 par le ciel. Bien, nous venons de parler d'exposition, de profondeur de champ, de cadrage, mais on n'a pas encore abordé comment régler tout ça sur notre appareil. Je vais donc maintenant vous parler des différents réglages dont dispose l'appareil, et on va voir que pour chaque réglage, il y a 2 conséquences. Premier réglage, la sensibilité ISO. Alors la sensibilité ISO c'est quoi? C'est la sensibilité à la lumière, tout simplement. Sur les anciens appareils photo, lorsqu'on mettait une pellicule à l'intérieur, elle était plus ou moins sensible à la lumière. Si on voulait être plus sensible, il fallait changer de pellicule. Sur les appareils photo numériques, on peut changer ça avec un simple bouton. On augmente ainsi la sensibilité du capteur à la lumière. Par exemple, si on passe d'une sensibilité 100 ISO à 200 ISO, on va doubler la sensibilité à la lumière. Idem de 200 à 400 et on voit qu'en fait systématiquement on double la sensibilité. Ça a un premier effet sur l'exposition de notre image. Vu qu'on est plus sensible à la lumière, on va avoir une image plus lumineuse. En revanche, comme rien n'est jamais parfait, augmenter la sensibilité du capteur va induire un bruit, ce qu'on appelle un bruit électronique, c'est-à-dire des petits grains qui vont venir parasiter notre photo. Typiquement ici, regardez la différence entre une photo prise à 100 ISO et une photo prise à 12800 ISO, donc très élevé dans les ISO. On voit qu'elle est complètement bruitée, elle est dégueulasse quoi, il y a plein de grains dessus quoi, c'est pas exploitable. Deuxième réglage sur lequel on peut agir, c'est la vitesse d'obturation. Rappelez-vous, dans notre appareil photo, on a 2 petits volets qui viennent s'ouvrir pour laisser passer la lumière et se refermer. Eh bien, on peut régler la durée durant laquelle ces volets restent ouverts, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'obturation. Plus on aura une vitesse d'obturation lente, plus les volets vont rester ouverts longtemps et plus on captera de lumière. A l'inverse, plus on aura une vitesse d'obturation rapide et moins les volets vont rester ouverts longtemps. Du coup, on aura moins de lumière emmagasinée. Typiquement ici, avec une vitesse d'obturation de 30 secondes, le capteur est exposé à la lumière pendant 30 secondes, ce qui est énorme, on capte énormément de lumière. Et avec une vitesse d'obturation à 1/2 millième de seconde, là on a le capteur qui est exposé à la lumière pendant 1/2 millième de seconde, ce qui est très court, on ne capte quasiment pas de lumière. Le premier effet donc de ce réglage de vitesse d'obturation, c'est un effet sur l'exposition de l'image. On obtiendra une image plus ou moins lumineuse. Mais attention, deuxième effet, l'effet pervers, quoique ça peut être aussi un effet désiré, le flou de bouger. Alors je vous explique ce que c'est. Si le capteur reste exposé à la lumière très longtemps, par exemple 30 secondes, il y a de fortes chances qu'en 30 secondes, votre sujet ait bougé, qu'il se soit déplacé dans le cadre. Et là, vous aurez une image floue, puisqu'il va apparaître à plusieurs endroits de votre photo, entre guillemets. Typiquement, jusqu'à 1/60e de vitesse d'obturation, on a un risque de flou de bouger, si votre sujet se déplace dans le cadre. Et encore, ça dépendra de votre sujet, si c'est un jeune homme qui marche, ou une voiture de sport qui défile devant vous, etc. Plus vous aurez une vitesse d'obturation élevée, et plus vous allez figer l'image. Il y aura beaucoup moins de risque de flou de bouger. En revanche, au-delà de 1/250e de seconde en vitesse d'obturation, vous ne pourrez pas utiliser le flash. En effet, le flash va mettre trop de temps à se déclencher, et on va voir les volets qui vont s'ouvrir et se fermer, on va les voir à l'image. Vous aurez donc une bande noire en haut et en bas de votre photo. Troisième réglage, l'ouverture du diaphragme. Le diaphragme, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bague qui se trouve sur le trajet de la lumière et qui peut plus ou moins se refermer, de sorte à avoir soit une grande ouverture qui laisse passer beaucoup de lumière, soit une toute petite ouverture lorsque le diaphragme est fermé au maximum. C'est un petit peu comme la pupille dans vos yeux. Vous savez, elle change de diamètre en fonction de la lumière environnante. Si vous êtes dans le noir, vous aurez une pupille complètement dilatée pour laisser passer un maximum de lumière, et dès que vous sortez en pleine lumière, la pupille se referme pour ne pas vous cramer la rétine. Et bien cette ouverture de diaphragme va être notée en rapport à la focale, selon la formule suivante. L'ouverture, ça sera la focale, en millimètres, divisée par une certaine valeur, ici je la note carré rouge pour ne pas la nommer pour l'instant, et on voit bien que plus la valeur carré rouge est petite, plus l'ouverture sera grande, et plus la valeur carré rouge sera grande, plus l'ouverture sera petite. Comme pour les autres réglages vus précédemment, l'ouverture du diaphragme a 2 effets. Un premier effet sur l'exposition de l'image.
En effet, plus le diaphragme est ouvert, plus il y a de lumière collectée, et plus notre image sera lumineuse. C'est le cas par exemple pour des ouvertures à f sur 1,8 ou f sur 3,5. Et à l'inverse, lorsqu'on referme au maximum le diaphragme, on laisse passer le moins possible de lumière et donc l'image sera plus sombre. C'est le cas par exemple pour une ouverture à f sur 22. Le réglage d'ouverture de diaphragme a également un deuxième effet sur la profondeur de champ. En effet, plus on va fermer le diaphragme, donc avoir une petite ouverture, comme par exemple f22, et plus la profondeur de champ va être grande. Souvenez-vous de notre lampadaire de tout à l'heure, ça veut dire que en avant et en arrière du lampadaire, on aura une très grande zone de netteté. Et à l'inverse, si on ouvre au maximum le diaphragme, et donc on a une très grande ouverture comme f sur 1,8, alors on a une profondeur de champ qui est toute petite. C'est-à-dire qu'à l'avant et à l'arrière de notre lampadaire de tout à l'heure, il y aura très rapidement du flou. D'ailleurs, sur une ouverture très grande comme f1.8, si on prend un visage en photo, on peut même avoir le bout du nez qui est net et l'oreille qui est floue, car la zone de netteté va être vraiment réduite à quelques centimètres. Les trois paramètres que nous venons d'aborder, à savoir la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme, constituent ce qu'on appelle le triangle d'exposition. En effet, c'est en jouant sur ces trois paramètres qu'on va obtenir une photo correctement exposée. Par exemple, si j'ai une vitesse d'obturation plus élevée, donc j'ai moins de lumière qui va rentrer sur mon capteur, peut-être qu'il faut que je compense soit en augmentant la sensibilité ISO, donc la sensibilité de mon capteur, soit en ayant une ouverture de diaphragme plus grande. Dans tous les cas, l'idée c'est de jouer sur ces trois paramètres qui sont fortement liés les uns aux autres pour obtenir une image correctement exposée, ou du moins pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Parlons maintenant des modes d'utilisation de nos appareils photo réflexes. On va voir les 4 modes principaux qu'on retrouve sur tous les réflexes. Tout d'abord, le mode tout automatique. Dans ce cas de figure, l'utilisateur n'a la main sur aucun réglage. C'est l'appareil photo qui va décider tout seul des différents réglages que l'on vient de voir, à savoir la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO et l'ouverture du diaphragme. Le seul critère que l'appareil photo va prendre en compte dans ce mode, c'est l'exposition de l'image. Il va donc s'arranger pour jouer parmi ces trois paramètres pour obtenir une image ni trop sombre ni trop lumineuse. Bien entendu, je déconseille fortement ce mode. Il est entre guillemets interdit. Si vous souhaitez vraiment prendre en main votre appareil et faire vos propres photos personnelles, c'est inutile d'acheter un appareil photo réflexe pour l'utiliser en mode automatique. Ça ne sert à rien. A l'inverse, on a le mode tout manuel, en général noté M. Dans ce mode, l'appareil photo ne prendra aucune décision lui-même quant au réglage des trois paramètres que nous avons vus. C'est l'utilisateur qui choisira sa sensibilité ISO, sa vitesse d'obturation et son ouverture de diaphragme. Alors le mode manuel est très bien pour apprendre, mais il n'est pas nécessairement le meilleur choix. Très souvent en mode manuel, vous allez prendre 1, 2, 3 fois la même photo pour peaufiner vos réglages. Donc tout dépend si vous devez absolument faire la bonne photo du premier coup ou si vous avez le temps de reprendre plusieurs fois la même photo. On a ensuite le mode priorité vitesse. Dans ce mode-là, le seul paramètre que vous allez pouvoir régler en tant qu'utilisateur, c'est la vitesse d'obturation. Donc typiquement, lorsque votre sujet est en mouvement, vous allez monter la vitesse d'obturation pour ne pas avoir de flou. Ou alors si vous souhaitez avoir du flou, c'est votre choix artistique. Et l'appareil, lui, va s'occuper de gérer la sensibilité ISO et l'ouverture du diaphragme pour avoir une image correctement exposée. Un autre mode semi-automatique est le mode priorité ouverture. Cette fois-ci, le seul paramètre que vous pouvez régler en tant qu'utilisateur, c'est l'ouverture du diaphragme. Par exemple, si vous voulez obtenir un sujet net et un arrière-plan très flou, vous allez mettre une grande ouverture de diaphragme. L'appareil, lui, va se charger automatiquement de régler la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation pour obtenir une image correctement exposée. Nous allons terminer en passant en revue quelques accessoires utiles pour la photographie. Tout d'abord, un trépied, un bon trépied de qualité vous permettra d'obtenir des images stables, effectuer de longs temps de pause puisque l'appareil sera parfaitement stable, il n'y a pas le risque que vous bougiez l'appareil. Et notez bien qu'un trépied, si vous prenez un bon trépied avec une tête fluide, une rotule fluide, vous pourrez le réutiliser pour faire des vidéos. Deuxième accessoire fort utile, c'est le flash et l'éclairage.
Il se monte en général sur la griffe sur le dessus du boîtier, permet d'obtenir un flash bien plus puissant que le petit flash embarqué sur le boîtier. Il est possible aussi d'avoir un flash déporté que vous allez placer plus loin dans votre scène et que vous allez déclencher à distance. Vous pourrez aussi avoir plusieurs flashs éventuellement pour placer un flash de chaque côté de votre sujet, et certains flashs peuvent être orientables pour viser par exemple le plafond et pas directement votre sujet. Un flash vous sera fort utile pour déboucher les ombres. Si vous prenez un sujet par exemple en photo en plein soleil, on peut se demander, mais c'est parfaitement inutile un flash en plein soleil. Et bah si la lumière est très dure, c'est-à-dire si les ombres sont très marquées sur le visage, ça peut être intéressant d'utiliser un flash pour déboucher les ombres, même s'il fait parfaitement jour. Pour le transport et le rangement de votre matériel, vous pouvez opter pour un sac de transport qui sera parfait pour protéger tout votre petit matériel de la poussière et également le protéger des chocs durant le transport. Enfin, si vous souhaitez vous prendre en photo vous-même sans utiliser la fonction retardateur du déclencheur, ou si vous souhaitez prendre des photos toutes les X secondes par exemple, vous pouvez opter pour une petite télécommande programmable. Ça coûte pas très cher, soit elles sont filaires, soit elles peuvent être également radio pour pouvoir les piloter à distance. C'est très utile notamment si vous voulez faire des photos du ciel, de l'astrophoto, ou toute autre photo qui nécessite des prises de vue régulièrement espacées dans le temps. Un timelapse par exemple. Et voilà, ce cours est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura servi. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime ou des commentaires, moi ça me fait toujours plaisir de les lire, et je vous dis à la prochaine.